La dépression, c'est quand même beaucoup plus grave, parce que la dépression, il y a une perte de sens en fait. On est tous dans le marécage et le but c'est de se battre pour ressortir. Alors au début tu sors la tête, mais quand tu sors la tête du marécage t'as les moustiques qui viennent te piquer, etc. Et au bout d'un moment tu sors jusqu'au buste. Si je vais pas bien, il y a quand même une partie de moi qui ne demande qu'à aller mieux, parce que si je suis là c'est que j'ai envie d'aller mieux. Et moi je vais aller me reconnecter à sa partie saine. Sans action il n'y a pas de changement, ça on est d'accord. C'est-à-dire tu pourras te répéter toute ta vie, mais je vais aller mieux. Ok. Et là maintenant, tu fais quoi pour aller mieux ? Je sais pas, peut-être que... Non, ok, ton cerveau, il a besoin d'avoir un objectif précis. C'était ce psychiatre aussi qui m'avait dit, on peut leurrer tout le monde par la parole. Bienvenue dans Contraste, le podcast de ceux qui prennent le contrôle de leur vie. Ici, on parle de tout, entrepreneuriat, argent, voyage, relations ou encore philosophie de vie, mais avec une particularité. Une authenticité et transparence totale. Moi c'est Hugo, je suis réalisateur vidéo et entrepreneur et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Contraste. Salut maman. Salut. Ça va ? T'es un peu stressée ? Un peu, mais ça va, je suis bien accompagnée. Trop bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Contraste. Je te rappelle le podcast pour faire contraste, sortir du lot, s'améliorer. Et aujourd'hui j'ai une invitée spéciale qui est autre que ma maman. Et pourquoi je l'invite, tu vas voir, ça va être très intéressant, parce que ma mère, elle est spéciale. Ma mère, elle pratique un métier qui s'appelle l'art-thérapie. Et alors, si jamais tu ne connais pas du tout, on va t'expliquer ce que c'est, surtout elle va t'expliquer ce que c'est. Et je tenais à l'inviter parce que je ne peux pas compter le nombre de fois où je suis allé lui demander des conseils, que ce soit en relation amoureuse, des conseils parce que je suis triste pour telle ou telle raison. Pour moi, ma mère, c'est une experte pour la gestion des émotions. Elle a plein de bons conseils et je pense que ce podcast va peut-être intéresser beaucoup de gens. On va parler peut-être aussi de dépression, d'anxiété, de sujets un peu lourds. Te demander plein de questions autour de tout ça. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai dit que tu faisais de l'art-thérapie. C'est quoi l'art-thérapie exactement ? Et aussi, juste avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? C'est quoi ton nom ? C'est quoi ton prénom ? Ok, moi je m'appelle Karine, forcément, tu me connais bien. Ouais. Je suis ta maman, j'ai 54 ans et je suis depuis 8 ans professionnelle en art-thérapie. Donc je suis à la base une artiste. Depuis toujours, depuis l'enfance, suite à après mes études d'art, après mon bac, j'ai enseigné la peinture, j'ai enseigné l'art pendant des années, à peu près 18 ans. Et puis je me suis orientée vers l'art-thérapie en 2017, où j'ai repris mes études. Donc, c'est-à-dire que de base, tu étais dans la peinture ? Tu étais artiste peintre ? Oui, pendant 17 ans, j'ai enseigné la peinture auprès des adultes, un petit peu des enfants, mais surtout des adultes. J'ai créé mon atelier, en fait. Parce qu'on voit un peu les petits tableaux derrière. C'est toi qui as tout fait, là. C'est ça. On va dire que ça, c'est mon monde à moi, en fait. Voilà, c'est mon moyen d'expression personnel, qu'est l'art abstrait, ça se voit un petit peu. Mais je n'ai pas toujours pratiqué l'abstraction, parce que je viens on va dire du monde de l'art plutôt figuratif, plutôt classique. Et l'abstraction est venue justement à moi pour me permettre de m'exprimer et de mettre en image ma vision du monde qui m'entoure. Ok. Et pourquoi du coup tu t'es mis à faire de l'art-thérapie ? Et c'est quoi l'art-thérapie au final ? Parce que là j'en ai parlé un petit peu, mais qu'est-ce que c'est ? Ça sert à quoi ? Pourquoi les gens font de l'art-thérapie ? Comment tu définirais ça ? Alors, on va dire que lorsque j'étais professionnelle dans l'enseignement, en fait, que quand je donnais des cours de peinture, eh bien, j'organisais des stages d'art abstrait. Et un jour, j'ai accueilli un tout petit groupe qui venait faire un stage sur 3 jours consécutifs. Et j'ai accueilli une personne que je ne connaissais pas, qui s'était inscrite à ce stage, qui venait pour perfectionner sa pratique. Et elle avait choisi un sujet qui lui était propre en fait à elle. Et au moment où elle a voulu mettre des couleurs sur le fond, faire un fond en fait de sa toile, elle s'est écroulée. Elle s'est effondrée devant tout le monde. Sur le coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, mince, elle fait peut-être un malaise. Elle fait une crise ou... J'ai cru qu'en fait, qu'elle avait un problème de santé, en fait, qu'elle perdait connaissance, qu'elle faisait un malaise et elle s'est littéralement effondrée. Elle
Elle a pleuré. Enfin bon, j'ai ressenti un moment de panique en fait en moi. Et lorsque je suis venue à son aide, en fait, je lui ai demandé ce qui se passait. Et je me suis rendu compte que c'est émotionnellement. Elle s'est effondrée lorsqu'elle a appliqué ses couleurs et qu'elle a commencé à peindre. Et là, je me suis rendu compte à quel point l'acte, le processus qu'elle avait mis en place avait généré chez elle des émotions fortes. Moi, je la connaissais pas, je connaissais pas son histoire. Et j'ai pris un petit peu de temps pour discuter avec elle. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui avait déclenché ça. Elle m'avait répondu en effet que c'était en appliquant cette couleur-là, essentiellement, ça avait réveillé chez elle une émotion vive qui correspondait à une histoire en fait dans le parcours de sa vie et que ça avait fait remonter tout un flot d'émotions désagréables. Et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'on était dans un groupe de loisirs, on était là pour se détendre, on était là pour apprendre des techniques et moi, j'étais pas là pour venir en aide à cette personne. Et je me suis dit, ok, si c'était moi, qu'est-ce que je ferais devant cette toile ? Et là, petit à petit, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une couleur qui t'apaiserait ? Est-ce qu'il y a une couleur qui te ferait du bien pour venir apaiser un petit peu ce volcan qui est en toi ? Et puis, oui, en effet, elle m'a dit, voilà, j'aime bien cette couleur-là, ça me fait du bien. Et je lui ai fait la proposition de recouvrir sa toile. Est-ce qu'il y a des parties que tu voudrais recouvrir pour... En fait, je l'ai embarqué malgré moi, en fait, sans trop savoir, mais j'ai fait comme si c'était pour moi. J'ai essayé de l'amener à avoir des couleurs apaisantes pour elle, pour faire tomber un petit peu son émotion. Et puis, ça l'a bouleversée, donc la journée s'est terminée. A priori, elle a très mal dormi dans la nuit. Elle a été vraiment très impactée par cette séance. Et le lendemain, finalement, c'était une autre personne que j'avais en face de moi parce qu'on avait pu mettre des mots, on avait pu discuter un petit peu de comment elle pourrait transformer son tableau pour que ça soit agréable pour elle, pour que ça soit plus confortable. Et puis, petit à petit, elle a réussi à transformer sa toile avec d'autres couleurs, avec des formes. Et elle est ressortie de ces 3 jours une autre personne. Parce qu'en fait, elle venait chercher des techniques. Mais elle s'est rendue compte que le travail qu'on a fait en abstraction, elle s'était connectée à des émotions qui étaient refoulées. Et puis, de fil en aiguille, on a réussi à lui permettre de vivre une expérience. Et c'est à la suite de ce stage où je me suis dit, waouh, il y a un truc à faire en fait. Et je me suis demandé comment, avec ma pratique artistique, avec mes compétences en art, avec ce que je connaissais moi de l'art, comment je pouvais travailler différemment. Et comme je suis une passionnée d'abstraction, j'ai pris vraiment conscience à quel point de travailler les formes, les lignes, les couleurs pouvait avoir un impact sur notre santé mentale. Donc tu as découvert que l'art, l'art abstrait, etc., ça pouvait avoir un impact pour aider des personnes concrètement dans leur vie. Genre les gens pouvaient se soigner avec l'art. Oui, complètement. C'est fou ça. Ça a été... et pourtant, j'avais déjà entendu parler de l'art-thérapie, mais je ne me sentais pas concernée parce que moi, j'étais que dans l'art, dans la pratique artistique, mais pas dans l'accompagnement psychologique. Et du coup, je me suis renseignée un petit peu sur tous les courants art thérapeutique, où j'ai eu beaucoup de mal à trouver celui qui résonnait un petit peu avec ma vision de la pratique artistique, parce que je dirais que la plus grosse difficulté que j'ai eue pour basculer dans l'art-thérapie, c'est que lorsque l'on est artiste et qu'on pratique l'art, on a un désir et on a un objectif d'esthétique. C'est-à-dire qu'on on le fait parce qu'on veut que ça soit beau, parce qu'on a besoin de travailler des compétences, on a besoin d'avoir un résultat, alors qu'en art-thérapie, l'esthétique n'est pas la priorité, c'est pas l'objectif. L'objectif de l'art-thérapie, c'est l'expression. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à la personne de savoir ni peindre ni dessiner, on lui donne des médiums, ce qu'on appelle des médiums, ça peut être des pastels, des crayons de couleur, de la peinture, du dessin.
Ok. du collage, enfin voilà, il y a plein de médiums. Mais c'est avec l'utilisation des médiums, on va permettre à la personne d'aller dénicher à l'intérieur d'elle des ressources Ok. qui vont lui donner un pilier pour aller mettre du sens aux émotions qu'elle traverse. Ok. Donc en fait, on fait une projection, c'est-à-dire que ce que je ressens à l'intérieur de moi, plutôt que de l'expliquer par le verbal, je veux dire à la personne, voilà, est-ce que vous seriez en mesure, par exemple, de cette colère ou cette émotion qui vous traverse, si vous deviez lui donner une forme, quelle serait cette forme? Et petit à petit, j'accompagne la personne pour modéliser, on va dire modéliser sur le support, si c'est un dessin, modéliser par un dessin, à quoi ressemble cette émotion? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est pointue? Est-ce qu'elle fait peur? C'est quoi sa tête en fait à cette émotion? Même des personnes qui savent pas dessiner, qui n'ont aucun talent artistique particulier, Oui. peuvent faire de l'art-thérapie. Oui, c'est ouvert à tout le monde, de la petite enfance. Après, entre 0 et 6 ans, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'enfant, entre 0 et 6 ans, n'a pas forcément la capacité intellectuelle à interagir avec sa production. Mais alors, ça existe, hein, on fait de la médiation un petit peu créative avec l'enfant, mais l'art-thérapie peut vraiment démarrer. Moi, je sais que personnellement, j'accompagne des enfants à partir de 6 ans et ça le fait vraiment bien parce que l'enfant, il y a rien de plus... Le plus pur. Voilà, et puis l'enfant, on lui donne une feuille, on lui dit dessine, il dessine. L'adulte, on lui donne une feuille, on lui dit dessine. Non, je ne sais pas dessiner, c'est-à-dire c'est dû à quoi, y a un ça? blocage. Je pense que c'est dû au fait que l'adulte, en se construisant, il va avoir la notion de jugement. Il va être son premier juge intérieur, c'est-à-dire je ne sais pas dessiner, donc ça ne va pas être beau. Si ce n'est pas beau, on va dire que je suis nulle. C'est-à-dire que c'est le jugement qui va nous mettre un frein. C'est le regard de l'autre, c'est non, mais moi je ne sais pas dessiner, puis comme je suis un adulte, je vais me dévaloriser en dessinant. Donc il va y avoir cette peur de ne pas faire du beau, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on demande en art-thérapie. On est vraiment dans l'expression. Donc, souvent pour rassurer les personnes, surtout les adultes, les enfants, je n'ai pas trop ce souci-là. Mais les adultes, lorsque je leur dis, voilà, est-ce que vous seriez d'accord pour représenter par un dessin la raison pour laquelle c'est compliqué pour vous, pour qu'on mette un visuel dessus. Des fois, je le vois, le corps se contracte un petit peu, il y a un espèce de geste en arrière, et là, je sens que ça y est, la panique est là. Donc, on ne va pas rajouter de la panique à du stress, parce que ce n'est pas le but. Donc, souvent, je vais les questionner, leur dire, voilà, est-ce que vous seriez d'accord pour faire peut-être un dessin? Si je sens que le dessin est compliqué, où on va travailler avec des pastels, en fait, je vais inviter la personne à choisir, surtout au premier contact, je vais l'inviter à choisir différents médiums ou de faire un essai. Essayer les pastels, essayer l'aquarelle, essayer les crayons de couleur ou les feutres. Et si je sens qu'il y a de la réticence à ça, je ne vais pas insister parce que mon but, ce n'est pas de rendre la personne encore plus mal qu'elle ne l'est. Mais c'est fou tout ça. Et du coup, ça soigne quoi en fait, l'art-thérapie? Alors la question, je pourrais peut-être plutôt la tourner. La plupart des gens qui viennent te voir, généralement, si tu devais faire une moyenne, c'est pour quelle raison? C'est pour l'anxiété. Ah ouais, anxiété? Ouais, l'anxiété. En fait... Alors bizarrement, ça me surprend toujours, puis en même temps, je comprends aussi. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, voilà, je vais pas bien, mais je sais pas pourquoi. Eux-mêmes, ils savent pas la Non. raison. Non. Ils savent qu'il y a un mal-être, mais ils savent pas pourquoi ils veulent venir te voir. Non, ils savent pas pourquoi. Okay. Et là, forcément... je me souviens, lorsque j'avais fait mes formations, mes diverses formations, j'en avais fait une justement avec un monsieur qui est un psychiatre, un psychanalyste, qui m'avait formé à une technique particulière
Et j'ai retenu une phrase qu'il m'avait dite pour m'aider à pas paniquer, entre guillemets, au début surtout, à pas me sentir mal devant une personne qui vient me voir en cherchant de l'aide. Et quand je lui dis, voilà, pour quelle raison, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, et que la personne me dit, je ne vais pas bien, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pas évident. Quand quelqu'un vient me voir en me disant, bah voilà, j'ai perdu mon travail et je suis en stress, ou voilà, donc là, il y a une raison. Mais quand pour la personne, il n'y a pas en fait, c'est le néant, en fait, pour elle, sauf qu'elle sait qu'elle ne va pas bien, eh bien, ce médecin m'avait dit, écoute, dans ta tête, dis-toi, ok, moi pas comprendre, toi m'expliquer. Et il m'a dit, comme tu es art-thérapeute et que toi tu vas utiliser le non-verbal, eh bien, plutôt que de questionner, de surenchérir de questions la personne, bah déjà si elle ne sait pas, c'est pas au bout de 3 questions qu'elle va savoir beaucoup plus. Donc moi je vais utiliser du photolangage. C'est-à-dire que j'ai plein d'images, soit des images que je découpe dans des magazines, ou j'ai des cartes spécifiques qui vont permettre de venir puiser dans le monde intérieur. Et je vais dire à la personne, ok, je vais vous mettre plein d'images devant vous. Et puis, je vais vous demander si c'est possible pour vous. À chaque fois, je valide avec la personne. Si c'est possible pour vous, est-ce que vous pouvez, moi, me montrer une image qui pourrait correspondre à comment vous vous sentez ? C'est-à-dire que la personne va se projeter via l'image en disant, bah voilà, c'est à peu près comme ça. Okay, et moi, là, le but, c'est d'aller récupérer au plus précis l'information. Ok. Toi, c'est de décoder, en fait. Moi, je décode. C'est-à-dire l'image, ok, et c'est quoi dans cette image que vous trouvez compliquée, difficile ? Parce que moi, cette image-là, je peux la trouver insipide, en fait, cette image. Alors que cette personne, en fonction des émotions qu'elle traverse, elle va dire, bah voyez, c'est son regard à cette personne, ok. Et qu'est-ce qu'a son regard, qu'est-ce que ça ? Et petit à petit, la personne se livre. On avait fait, parce que j'ai fait 3-4 séances quand même avec toi. C'est ça. Et il y a des fois où tu me disais, tiens, je te mets des cartes devant toi. Ouais. Et tu m'avais donné plein de petites cartes. Et des cartes où tu as différentes illustrations de personnes qui sont contentes, pas contentes, des symboles bizarres, etc. Et tu m'as dit, t'en choisis 5. Qui représentent un peu comment tu te sens, ou en tout cas tu choisis des cartes qui te parlent. Et après, en fonction des cartes que j'ai choisies, tu as dit, voilà, je sais pas, je donne un exemple au hasard, tu as choisi une fenêtre qui mène sur rien, et après tu vas me décoder ou tu vas dire un truc, et c'est ça que je trouve fou, c'est que tu as une capacité, selon moi, tu as une capacité à connecter avec les gens et à décerner des choses que ces personnes-là ne peuvent pas forcément décerner elles-mêmes. Et ma question c'est... Comment tu fais tout ça ? Parce que tu dois avoir une certaine sensibilité, peut-être plus élaborée que la moyenne des gens ou... J'ai toujours trouvé que tu avais un talent à rentrer dans la tête des gens et à comprendre d'où viennent en fait leurs émotions, mais sans les vexer. Ouais, je pense que c'est l'observation en fait. Je pense que... l'observation, elle est enfin, pour moi, de mon point de vue, puis de mon expérience aussi que j'en tire depuis toutes ces années, c'est quand j'ai la personne en face de moi, donc je l'écoute, forcément, parce que je dirais que une des plus grandes qualités quand même d'un thérapeute ou d'un accompagnant, c'est sa capacité à écouter sans juger, sans couper la parole, voilà, faut laisser la place à l'autre de venir s'exprimer. Il faut surtout que l'autre sente aussi que dans cet espace-là, il y aura zéro jugement en fait. Il y aura pas du « ah bon, mais pourquoi ?» Il y aura pas ce type de questions. C'est-à-dire que je vais laisser libre cours à la personne de venir raconter ce qu'elle a envie de raconter. Mais pendant qu'elle me raconte ce qui se passe en elle, je vais observer ses yeux, je vais observer sa posture qui va changer. Et puis c'est surtout lorsque l'on dessine ou lorsque l'on fait un exercice en art-thérapie, je suis très sensible à la manière dont les doigts fonctionnent aussi. Parce que l'art-thérapie, on va dire, moi ce que j'aime surtout dans l'art-thérapie, et pourquoi je suis arrivée à l'art-thérapie, c'est qu'il faut comprendre aussi que quand on ne va pas bien,
ça nous fige. C'est-à-dire que quand on traverse une période qui est compliquée, quand on traverse un événement traumatique ou un événement qui nous plombe ou qui nous rend malheureux, eh bien, souvent, ça va couper notre énergie de vie. En fait, ça va nous aspirer vers le bas. Ouais. Et lorsque cette énergie de vie est en berne, et du moins est sous le tapis pour le temps de traverser cet événement, eh bien, le corps reste figé, c'est-à-dire qu'on a moins d'élan physique. On entend souvent les gens qui traversent une déprime ou une dépression ou qui ont des troubles anxieux, ils vont souvent nous dire je suis fatiguée, j'ai eu goût à rien, j'arrive plus à faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'énergie, elle tend vers le bas lorsqu'on est dans des émotions négatives. Et l'art-thérapie va nous obliger à mettre le corps en mouvement. Parce qu'on est obligé, en dessinant, on va bouger la main, en peignant, on va bouger le bras. Donc en fait, on va remettre du mouvement dans le corps, en fait. Pour rebondir sur ça, je dirais pas tant que c'est parce que tu fais de l'art-thérapie que tu arrives à comprendre les gens. Ouais. Je dirais plutôt que tu es une personne qui arrive particulièrement à comprendre les gens qui pratiquent l'art-thérapie, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est plutôt ça que je dirais. Ouais. Parce que quand je te définis jamais comme ton métier. Je te définis toujours, je dis souvent, ma mère, c'est la meilleure psychologue du monde. Oh. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, je suis pas psychologue. Ouais, t'es pas psychologue, Non. mais pourtant, moi j'en ai vu quand j'étais petit des psychologues. Et toi, j'ai toujours trouvé ta démarche tellement... je trouve que ça fait tellement sens. Je te donne un exemple. Tu m'avais appris, il y a quelques années, que quand tu es dans une dispute, tu te fâches avec quelqu'un, et que tu as envie voilà, tu rends les comptes, tu vois, tu t'expliques. Tu m'as toujours dit, ne sois jamais dans l'attaque. Et à chaque fois, tu m'as dit, au contraire, quand tu reproches quelque chose à quelqu'un, tu lui reproches pas quelque chose. Tu lui dis seulement ce que toi, tu ressens. Exemple concret, je sais pas, mon nana ou je sais pas qui a fait un truc qui m'a vexé, je vais pas aller lui dire putain pourquoi t'as fait ça, tu fais chier. Je vais dire j'ai constaté que t'as fait ça et franchement ça me fait de la peine parce que. Et quand t'as cette démarche de dire seulement ce que toi tu ressens, et j'ai appliqué ça dans ma vie de tous les jours, mais ça a complètement changé ma vie. Les gens ont arrêté de s'énerver. En fait, y a pas de tu vois, personne se renvoie la balle. C'est ah bon, je pensais pas que t'avais vécu ça comme ça, etc. Et comment t'as fait toi pour arriver à ce raisonnement-là et surtout pourquoi c'est si puissant? Eh bien, j'en suis arrivée à ce raisonnement-là tout simplement parce que j'ai balayé devant ma porte à moi et lorsque j'ai mis le doigt sur mes blessures, parce que moi, il y a encore 20 ans, je ne savais même pas que ça existait, des blessures émotionnelles. J'étais complètement en dehors de ça. Donc, comme tout le monde, je traverse des événements, je traverse voilà, des engueulades, je traverse des périodes sympas et des périodes moins sympas. Et en fait, pour tout te dire, je ne sais pas si je pense que oui, tu te souviens, d'une psychologue qu'on était allé voir à Nantes, justement, qui était pour toi. Je ne sais pas si je peux dire le nom ici, une dame qu'on allait voir à Nantes. C'est Madame L'Argenton. Je sais pas si tu Marie L'Argenton. Voilà, Marie L'Argenton. Eh bien, cette femme-là, je ne sais même plus pourquoi j'étais venue. On était allé la voir parce que tu avais subi du harcèlement à l'école. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et tu étais dans une phase plutôt de dépression, on va dire. Et avec ton père, on était très démunis. Et j'avais entendu parler de cette femme-là et j'étais allée la voir. Et tu as dû faire, je ne sais pas beaucoup, peut-être 3-4 séances avec elle, où elle te prenait à part et puis moi j'attendais dans la salle d'attente et après on faisait le bilan. Et moi j'étais convaincue avec papa que ton problème n'était que le tien. C'est-à-dire qu'en effet, c'était toi qui subissais ça, c'était toi qui traversais ces émotions, mais... Alors, je ne parle pas pour papa, mais personnellement, je me disais, il y a nous, puis il y a lui. Et lui, il vit ça, mais nous, on n'est pas concernés. Et la dernière séance qu'on avait fait avec elle, lorsque j'étais revenue dans la salle après ta séance, elle t'avait demandé de sortir. Et moi, j'étais restée pour faire le bilan avec elle.
Et là, elle m'avait fait part de tout ce qu'elle avait à dire sur la séance avec toi. Et puis là, elle m'a... c'est à partir de là, je pense que ça a commencé parce qu'elle m'a dit, écoutez, pour Hugo, c'est fini. Parce qu'elle avait donné voilà, plein de conseils pour t'aider. Et elle m'a dit, par contre, ça va être votre tour maintenant. Et là, je l'ai regardée, je lui ai dit, non, pourquoi moi voilà. Et elle m'a dit, écoutez, si vous voulez qu'Hugo aille bien, et que Charlotte aussi après aille bien, ça va être intéressant d'aller voir vos blessures, parce que en fait, ce qu'Hugo, il traverse... il y a quelque chose qui est certainement en lien avec vos propres blessures. Et là, alors, je me suis dit, j'étais dans un film de science-fiction, un petit peu, je ne savais même pas de quoi parler. Je me disais n'importe quoi, puis alors, moi, avoir un psy, non mais ça ne va pas la tête. Ah oui, t'étais réticente J'étais vexée dans le sens où je dis, non, moi, je vais tout faire pour que mon fils aille mieux, mais moi, je vais bien, en fait. Moi, je suis une super maman. Et puis, et là, je me suis pris la claque de ma vie. Ouais. Et sur le coup, je lui ai dit, écoutez, je suis surprise. Et je me souviens, je lui ai dit, est-ce que ça sera bien pour mes enfants ? Puis elle m'a dit, oui, ça sera bien pour eux, mais ça sera surtout mieux pour vous. Okay. Mais comme elle m'avait dit que ça apportera un plus pour vous, sur le coup, comme je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais récupérer de ces séances avec elle, je me souviens... Ah oui, t'as fait des séances avec elle j'en ai fait 3-4, un truc comme ça. Je redémarre juste la caméra. J'en ai fait 3-4. En fait, j'ai fait j'ai accepté de faire les séances avec elle, tout simplement au point de départ, parce qu'elle m'avait dit que ça serait bien pour vous. Ok, d'accord. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait, je lui ai dit, je vais continuer à être une bonne maman, je vais le faire pour mes enfants. Et là, j'ai pris cher, en fait. Ah ouais ? Voilà, j'ai pris cher parce que c'est là où j'ai compris qu'il existait des blessures émotionnelles qui dataient. Donc forcément, j'ai revisité mon enfance, j'ai revisité ma relation avec mes parents, ma relation avec ma période d'adolescence, tout ça, quoi. Et ça m'a passionnée. Et je crois que c'est cette femme-là qui m'a donné envie de m'interroger sur la psychologie, sur le développement personnel. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à lire des livres. Et puis après, voilà, je suis arrivée à l'art-thérapie. Mais moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'étais allé voir un psychologue à Carquefou, il me semble. Un psychiatre. Un psychiatre, ouais. Et lui, j'ai pas kiffé. Je me souviens qu'il m'avait dit, et ça m'avait marqué. Et dire ça à un enfant, je trouve ça abusé maintenant. Ouais. On a fait une séance, et l'une des dernières séances, il m'a dit, voilà, pour vous illustrer, Hugo se trouve dans un bateau. Oui. Le bateau, il a un trou, donc le bateau, il coule. Oui. Et Hugo, il bouge pas le trou. Tout ce qu'il fait, c'est enlever l'eau avec un seau. Il écope. Votre fils ne sera jamais heureux. Ouais. Il a dit ça. Ouais. Et j'avais quoi ? J'avais, je sais pas, 14 ans ? Ah non, même plus pas. Non, t'avais 11 ans. Ah ouais ? Je me souviens très bien de ça. Et... sur le moment, tu vois, je m'en foutais. J'étais un gamin, tout ce que je voulais, c'était jouer à Minecraft, toujours ça rien. Et mais putain, c'est un psy. Il dit ça à mon futur gosse ou je sais pas quoi. Moi, je pète un câble. Aussi, ouais. Et j'ai trouvé que la démarche était très pessimiste. Ça nous avait stressé, nous. Ça nous avait énormément stressé parce que quand tu as un professionnel qui te dit que votre enfant ne sera jamais heureux, ouais, c'est chaud. Eh en tant que parent, tu te dis mais comment on va faire pour le rendre heureux en fait ? Comment on va faire pour lui donner des clés pour qu'il soit heureux ? Et alors, c'est vrai que lui c'est son métier, hein, c'est un psychiatre. Lui, il est dans son monde de psychiatre et puis il n'est pas là pour pour prendre trop, tu vois, avec de l'empathie. Enfin, c'est pas qu'il prend pas avec de l'empathie, mais c'est pas du tout les mêmes. Son même objectif n'était pas celui que nous on attendait. Et je sais que c'est pas quelque chose que moi je pourrais faire si par exemple j'accueillais, j'en ai accueilli des enfants qui étaient avec vraiment du mal-être et je me vois pas dire à des parents qui sont déjà désespérés, qui ont déjà conscience de la gravité de leur dire votre gosse il s'en sortira jamais. Enfin, je veux dire, c'est dire aux parents non mais il n'y a plus d'espoir, arrêtez là, ça sert à rien quoi. Enfin, moi je me vois pas dire ça. Voilà. Moi je pense. Alors, s'il y a
un truc que j'aime particulièrement dans l'art-thérapie, alors déjà, c'est qu'on est dans le non-verbal, donc on va être dans la création, dans la créativité, on va s'exprimer par un autre moyen. Mais moi, ce que j'aime, c'est que... alors la première séance, souvent, c'est vrai que le but, c'est d'aller comprendre pourquoi la personne vient me voir, qu'est-ce qui se joue, c'est quoi le problème. Et pendant que la personne va me dessiner son problème, enfin, je vais faire un bilan émotionnel, en fait, en début de séance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dénicher la partie saine. Parce que même quand on ne va pas bien, si je ne vais pas bien, il y a quand même une partie de moi qui ne demande qu'à aller mieux. Parce que si je suis là, c'est que j'ai envie d'aller mieux. Et moi, je vais aller essayer d'aller me reconnecter, de faire en sorte que la personne aussi se reconnecte à sa partie saine. La partie saine, c'est la partie qui est dans l'énergie, en fait. C'est la partie qui va tout faire pour sortir de son marais-cage, en fait. On parle souvent des fois du marais-cage dans lequel on se trouve. Ouais, c'est l'instinct de survie. Ouais, en fait. Ouais, c'est vrai, moi je parle souvent du marécage. Ouais, mais moi aussi. J'avais écouté dans un autre podcast, mais je trouve ça hyper cool cette analogie. C'est on est tous dans le marécage. Ouais. Genre on est tous dans la merde, plus ou moins dans le marécage. Et le but c'est de se battre pour ressortir. Alors au début tu sors la tête, mais quand tu sors la tête du marécage, t'as les moustiques qui viennent te piquer, etc. Et au bout d'un moment tu sors jusqu'au buste, et au bout d'un moment, quand t'as à chaque niveau du marécage que tu sors, tu dis ouf, ça y est, j'en suis sortie. Mais non, pas combien, parce qu'il y en a encore une autre couche à enlever. C'est comme l'oignon que t'épluches. À chaque couche, tu pleures un petit peu. Mais, moi, je voulais poser une question pour vraiment les gens puissent comprendre, les gens qui écoutent puissent avoir des exemples concrets, sans dire les noms parce que tu es tenu par le secret médical. Oui. C'est quoi un peu peut-être les histoires, les patients, les patientes que tu as vues, qui sont venus vers toi et qui t'ont le plus marqué? Que ça soit parce que tu as découvert un traumatisme caché chez eux, ou tu as compris quelque chose qui vraiment t'a frappé, tu vois. Des histoires un peu marquantes que tu as eues en séance. Sans bien sûr dire... Oui. Alors je crois que celle qui m'a le plus marquée, c'était un enfant. Il avait 7-8 ans. Ouais. Et quand sa maman a pris rendez-vous avec moi, je l'avais au téléphone, elle m'avait juste dit, écoutez, je vous amène mon fils parce que je ne comprends pas, il est toujours en colère. Ok, c'était pour un problème de colère. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, oui, il n'y a pas de souci. Et quand l'enfant est venu, donc il est venu avec sa maman, et en effet, je sentais que déjà physiquement, il venait à reculons. Il ne voulait pas venir me voir. Okay, ouais. Et la maman, au début, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai posé pas mal de questions sur son comportement, enfin du moins sur ce qu'elle jugeait comme un comportement de colère. Donc elle m'énumérait, il fait ci, il fait ça, avec ses frères et sœurs, patati patata. Et l'enfant, quand je lui ai demandé, je lui ai dit, et toi, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit maman? Est-ce que toi aussi, ce qu'elle raconte maman, est-ce que toi tu me confirmes que c'est ça? Et l'enfant, il me fait ça. Il hausse ses épaules, il fait ça. Il s'en branle. Il en avait, mais rien à cirer. Et sa maman est partie. Parce que je lui ai demandé à l'enfant, j'ai dit, est-ce que tu veux bien rester un petit peu avec moi? On va faire un dessin. Et au début, il ne voulait pas trop, mais sa maman a insisté. Et je lui ai dit, vous savez, vous pouvez rester si vous le souhaitez. Il m'a dit, non, il va rester avec vous. Et là, il me regarde et droit dans les yeux, il me dit, de toute façon, moi, j'en ai rien à foutre de toi. Le gosse t'a dit ça? Voilà. J'ai dit, ok. Écoute, trop marrant. Il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Puis il me dit, rien. Pas de souci. J'ai dit, tu vas rien faire? Tu fais rien. Je lui ai dit, par contre, moi, si toi, ça te dérange pas, comme on est tous les deux, puis on ne sait pas quoi faire dans la pièce, si ça ne dérange pas, moi, je vais dessiner. Et je suis restée à côté de lui, et j'ai pris une feuille, et je faisais une espèce de gribouillage à côté pour voir comment il allait réagir. Okay. Et là, il s'est rapproché de moi, et je voyais bien, il faisait que de pencher la tête au-dessus de mon épaule. Et sans rien lui dire, je lui ai glissé une feuille. Ah ouais, tu l'as comme ça glissé. Voilà, je lui ai glissé une feuille. C'est marrant. Et puis, je lui ai dit, si tu veux, tu peux prendre dans mes crayons, je peux te les prêter. Et il m'a dit, ok. Et là, je savais, quand il m'a dit ok, déjà quand il n'a pas repoussé la feuille, je savais qu'il avait quelque chose à me raconter. Et je sentais que c'était un petit peu lourd.
Et je me suis dit, les enfants, il ne faut pas y aller en frontal, en fait, avec les enfants. Et je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il y a un dessin que tu voudrais me faire en particulier? Il m'a dit, non, je ne sais pas. Il m'a dit, mais toi, pose-moi un sujet. Il avait beaucoup de caractère, cet enfant-là. Et je lui ai dit, ok. Et je lui ai dit, ça te dirait de me dessiner ta famille comme si c'était des animaux? Puis il me dit, ouais, super. Ok. Et là, je crois que ça a été j'ai vraiment été confrontée à quelque chose de très compliqué pour moi parce que il a commencé à dessiner des animaux. Et au fil des animaux qu'il dessinait, je sentais qu'il y avait du lourd en fait derrière. Donc je l'ai laissé faire et à la fin de son dessin, je lui ai dit, écoute, qui est qui? Alors, il y avait un éléphant, il y avait un serpent, il y avait des animaux qui font un petit peu peur, et puis il y avait des tout petits animaux. Et là, il a su me dire, là, c'est papa, là, c'est maman, là, c'est maman. Et je lui ai dit, ok, et qu'est-ce qui se passe avec ces animaux? C'est une famille, c'est quoi? Ouais. Et en fait, l'enfant, à travers ses dessins, il était en train de m'expliquer comment le serpent avait envie de tuer l'éléphant, comment l'éléphant écrasait il y avait une chèvre, il y avait la petite chèvre. Comment le petit chat avait tellement peur de l'éléphant qu'il se cachait sous un canapé. Wow. Et là, j'ai commencé à me dire, oh là là, mais... parce qu'il faut savoir que l'enfant, à travers l'histoire qu'il raconte, il raconte son histoire à lui, enfin du moins une partie de son histoire ou quelque chose qui le concerne en fait. Et là, j'ai senti que dans cette famille-là, il y avait un dysfonctionnement, mais il y avait de la violence, il y avait quelque chose qui n'était pas sain, parce qu'il y avait des frères, des sœurs, et puis les animaux s'entretuaient. Il avait des termes assez violents. Et quand sa maman est revenue le récupérer, je lui ai dit, écoutez, j'aimerais discuter avec vous, est-ce que c'est possible que je vous appelle tout à l'heure, mais je ne voulais pas le faire devant l'enfant. Elle m'a dit, oui, vous pouvez m'appeler dans 1 heure. Et je l'appelais dans 1 heure, et je ne savais pas trop comment aborder le sujet. Je lui ai dit, voilà... votre fils m'a fait des dessins qui m'ont semblé un petit peu préoccupants. Et je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je voulais juste vous dire que moi, j'ai ressenti, enfin l'interaction que j'ai eue avec lui me montrait que dans cette famille qu'il m'a dessinée, il y avait de la violence. Et je voulais m'assurer que si c'était vrai ou pas, quoi. Et là, la maman, d'un ton très nonchalant, elle me dit « Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, en effet, il y a de la violence dans notre famille. » Et je lui ai dit, voilà, quel type, comment ça se passe en fait. Et là, cette maman-là, elle me confiait en fait que le papa, il y avait un souci dans le couple, que le papa s'en prenait aux 3 enfants, dont lui, mais c'était extrêmement violent, et que ça faisait longtemps que ça durait. Ah ouais, le papa, il frappait les enfants. Voilà, il y avait Wow. vraiment de la violence dans le foyer. Et la maman, à un moment donné, je lui ai dit, mais et vous, dans l'histoire? Elle m'a dit, mais moi, je prends autant que les enfants. Et c'est là que je lui dis, mais le papa, il vit plus avec vous? Puis il me dit, oui, je l'ai quitté, machin, mais tous les week-ends, il récupère les enfants. Donc je lui dis, en fait, vous êtes en train de m'expliquer que du lundi au vendredi, les enfants sont avec vous, et que le vendredi soir, vous les remettez dans la gueule du loup, quoi. Parce que c'était un petit peu ça. Et elle me dit, oui, mais je ne peux pas faire autrement. Donc j'ai dit, vous, quand vous récupérez vos enfants le dimanche soir... il s'est forcément passé de la violence. Elle me dit oui à chaque fois. Et il tapait. Voilà, il y avait des... Et je lui dis, mais est-ce que vous avez prévenu, vous avez porté plainte? Elle me dit non, j'ose pas le faire. Et donc là, j'ai eu une grosse discussion avec elle en disant que ce serait important d'aller déclarer ça. Et elle m'a dit oui, mais vous savez, il va me fracasser la tête et tout. Mais elle est partie. On a repris un rendez-vous pour que j'accompagne l'enfant. Sauf que moi, déontologiquement parlant, moi, j'ai soulevé un cas de violence. Ouais. Et moi, je ne peux pas faire comme si l'enfant il vient juste exprimer sa colère, parce qu'il forcément, il avait beaucoup de colère. Donc, j'ai appelé des collègues à moi qui étaient installés depuis plus longtemps, parce que moi, ça ne faisait pas très longtemps que j'étais installée. Et elles m'ont dit, écoute, Karine, il faut absolument que tu préviennes les services de l'enfance. Ouais, services sociaux. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est ce que j'ai fait, et j'ai bien fait, parce que, en fait, j'ai dénoncé cette violence. Et ils m'ont rappelé le lendemain pour me dire qu'ils avaient, ils avaient fait le nécessaire, parce qu'on était bien sur un cas de violence sur enfants, sur la famille. Donc c'était quelque chose qui a été
impressionnant pour moi, mais c'est là que je me suis rendu compte aussi le pouvoir du dessin. Parce qu'en fait, le dessin, lorsqu'il vient de manière très intérieure, de notre monde intérieur, c'était ce psychiatre aussi qui m'avait dit on peut leurrer tout le monde par la parole. Ouais. On peut leurrer un psy, on peut leurrer. Moi, je peux te leurrer, tu peux me leurrer. En fait, on a un pouvoir de manipulation en nous, qui est utilisé à bon escient ou à mauvais escient, mais on a tous notre pouvoir de manipulation, quel qu'il soit. Mais il me disait que s'il y a un truc qui ne ment pas, c'est le dessin lorsqu'il vient de l'intérieur. Le dessin ne ment jamais. Okay. Jamais, jamais. Donc il me dit, quand tu veux avoir la vérité, moi j'ai souvent des gens qui viennent me voir en me disant oui, je comprends pas, je suis en conflit avec mon conjoint ou ma femme ou mon mari. Mais en fait, la personne vient en disant qu'elle n'est pas du tout impliquée dans l'histoire. Et si, par exemple, il y a la personne, parce que des fois, j'accueille 2 personnes en même temps, le couple, par exemple, et chacun vient raconter son histoire, et au bout d'un quart d'heure, ils me donnent chacun leur version, j'ai dit, OK, maintenant, on va prendre un papier, chacun, et vous allez me représenter par un dessin qu'est-ce que vous vivez à travers cette histoire. Et après, on explique à l'autre le dessin. Okay. Et là, on se rend compte qu'on est sur 2 collines différentes. Il y en a un, il va être sur la colline de la trahison. Et puis il y a l'autre, il va être sur la colline de la colère, par exemple. Okay. Et du coup, où la personne qui va se sentir trahie, va accuser l'autre, c'est-à-dire je vais être victime de mon compagnon ou de ma compagne. Et puis, comme je suis victime, je vais faire passer l'autre pour le bourreau, pour le méchant. Mais si je suis victime, ça veut dire que moi, j'ai rien fait de mal. Alors que dans un système, qu'on soit familial ou dans le couple, si chacun regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ça va permettre de responsabiliser chaque personne dans ses émotions. Et l'art-thérapie apporte une valeur ajoutée à ça dans l'accompagnement. Parce qu'en fait, si je demande à une personne de me représenter par une image, c'est quoi pour elle la trahison ? Dessine-moi la trahison. C'est quoi la trahison ? Elle va dessiner une image. Si l'autre lui dit, écoute, toi, la trahison, c'est quoi ? Ça sera autre chose. Ouais. Et tout va être relié aux émotions. Et chacun a des perceptions différentes. C'est ça. On a des perceptions différentes parce qu'on a tous un parcours différent. Ouais, on n'est pas tous construits de la même manière. Non. Et puis ça va aussi résonner en fonction des blessures qu'on a eues, de la perception que j'ai eue d'un événement. Un enfant à qui on va dire toute son enfance, c'est bien, hein, tu as eu 13, c'est super. Mais si tu as vu 15, ça aurait été mieux. L'adulte qui va en découler va être un adulte qui va toujours vouloir faire plus que ce qu'il fait parce qu'il va rechercher, la validation que ce qu'il fait, c'est bien. Donc toi, ça va donner des perfectionnistes. Tu étais partisane pour dire que c'est un peu les blessures de l'enfance qui forgent l'adulte. Ouais. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les blessures parce que pour soigner les miennes... Il a fallu que je travaille dessus. Il a fallu que je me confronte à mes blessures. Mais c'est bien ça, parce qu'on dit souvent le cordonnier est le plus mal chaussé, ou tu vois, des trucs comme ça. Mais pourtant, et souvent les psychiatres, c'est pas les personnes qui ont les... tu vois, les gens qui sont en études de psy, c'est souvent les gens un peu les plus torturés, tu vois. J'ai rarement rencontré des gens en études de psy qui étaient 100% sains dans leur peau, sains d'esprit, bien dans leur peau, etc. Tu vois, donc c'est rigolo. Mais toi, tu as l'air d'avoir vraiment fait... comme tu as dit, passer un coup de balai devant ta porte. Et puis, j'ai pas fini. Hein. Ouais. J'ai pas fini. Hein, parce que, je pense qu'on n'a jamais fini. Non. Puis, en fait, la seule chose que je remarque maintenant, c'est qu'on a beau travailler sur nos blessures, tout ça, je suis pas sûre qu'on s'en débarrasse déjà complètement, parce qu'elles font partie de nous. Je pense que ce qui est important, c'est maintenant de travailler sur la nuance. Mais ça, parce que c'est encore un peu abstrait, je suis désolée de te couper, mais c'est quoi les blessures ? Ça peut être quoi, par exemple ? Genre un homme qui a une blessure ? Par exemple, celle qui est la plus... celle que moi, j'observe le plus dans mes accompagnements,
c'est l'abandon ou le rejet. La blessure de rejet, c'est souvent des personnes qui vont, par exemple, croire que quoi qu'elles fassent, quoi qu'elles disent, elles seront jamais aimées au point de... Enfin, jamais aimées à leur valeur, en fait. Donc, elles vont toujours se sentir rejetées. Donc, pour aller... Tant qu'elle n'en a pas conscience, parce que ça change quand on a conscience de ça. Ah ouais, quand tu prends conscience de ta blessure, Oui, ça change oui, ton parce rapport. qu'en fait, quand tu prends conscience de ta blessure, tu sais que tu es toi-même acteur de ta blessure. Ok, Parce qu'en fait, d'accord. moi, ce que j'ai compris en étudiant les blessures, tout ça, c'est que ce sont nos parents qui créent nos blessures. Alors, pas volontairement, hein, forcément, hein, inconsciemment, ils vont créer nos blessures, mais que nous, on est les seuls responsables à les activer. T'es sûr que c'est les parents? Parce que moi, si j'essaie de reporter cette théorie-là à mon expérience, j'ai pas la sensation d'avoir eu des blessures causées par toi ou papa. Ouais. Par contre, Je pense que tu en as quand même. Bon, peut-être, mais à la limite, ça peut être des petites blessures. En vrai, je sais même pas. Mais par contre, je vois très clairement pourquoi j'ai eu la blessure de rejet, moi, et d'humiliation. Notamment Ouais. par rapport à mon harcèlement quand j'étais au collège, etc. Tu vois. Ouais. Mais ça vient pas de vous. Ça vient vraiment d'un truc extérieur du cocon familial. Et Oui. au contraire, c'est même vous qui m'avez entouré, qui m'avez accompagné, et qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis passé d'enfant rejeté, humilié à un mec qui a peut-être un peu trop confiance en lui. Bah, je dirais on va dire que peut-être que la chance que tu as eue, enfin, dans le malheur. dans ton histoire, en fait, dans ce que tu as traversé, c'est que, on va dire que ma pratique de l'art, que moi, parce que je pratique l'art depuis que je suis enfant, en fait. Moi, mes parents m'ont toujours dit que dès que j'ai su tenir un crayon, j'ai commencé à dessiner. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris. Enfin, je veux dire, si j'ai appris pour améliorer mes techniques, mais l'art fait partie intégrante de ma vie en fait. Ouais. Je peux pas vivre sans la couleur, je peux pas vivre sans le dessin, je peux pas vivre sans la peinture. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu m'exprimer quand j'étais enfant. Je pense aussi que ça a développé en moi une sensibilité, donc je suis déjà plutôt sensible. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, tous les deux. On a ce qu'on appelle maintenant des hypersensibles. Moi, je suis OK avec ça. Hein. J'ai lutté pendant des années contre ça parce que je croyais qu'être hypersensible, en fait, c'était être tellement différent des autres que de toujours être montré du doigt, c'était « Oh, arrête, tu vas pas encore pleurer ». Tu vois, c'est ce type de réflexion que j'avais. « Non, mais tu vas pas encore bouder », parce que quand j'étais petite, je boudais, parce que j'étais vite heurtée aux émotions. Ouais. C'est-à-dire que l'hypersensible, c'est toujours hyper. C'est-à-dire que quand j'étais joyeuse, j'étais très joyeuse. Quand j'étais triste, j'étais très triste. C'est-à-dire que c'est une manière de... C'est toujours un petit peu amplifié au niveau des émotions. Quand j'ai compris que mon hypersensibilité m'amenait à vivre les choses toujours de manière plus, eh bien, je me suis dit, mais pourquoi j'en ferais pas un atout, en fait, de ce truc-là ? Parce que je pense, moi, que c'est mieux d'être hyper que hypo. Ouais. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Je pense que je préfère avoir plus que moins, en fait. Je pense que c'est bien d'accepter ses émotions. Quand tu as envie de pleurer, tu pleures un bon coup, etc. Mais s'habituer sur son sort, moi, je pense que c'est un peu l'extrême, tu vois, de ça. Ouais. Et je pense qu'au contraire, il faut savoir faire passer ses émotions, mais il faut surtout bouger. Moi, c'est un truc que je dis tout le temps. Et tout à l'heure, c'est pour ça, après, j'aimerais bien qu'on parle un peu de dépression. Ouais. Je pense que la grande maladie de notre monde, c'est de se sentir mal, de s'habituer sur son sort et de finir par plus bouger. Et je considère toujours que c'est le mouvement qui soigne, tu vois. Oui, bien sûr, le temps qui passe, mais le mouvement. Et à chaque fois que je me suis senti mal, que ce soit rupture amoureuse, un projet qui ne fonctionne pas, j'ai toujours, tu vois, renchaîné sur autre chose. Et sans pour autant être dans le déni. J'accepte, je me sens mal, je chiale un bon coup, et hop, je continue, j'ai un nouveau truc qui se met en place, mais j'ai toujours été dans le mouvement. Faire du sport, sortir. Et c'est pour ça, j'aimerais bien renchaîner sur la question de la dépression, parce que du coup, j'imagine que tu traites pas mal de dépressifs, beaucoup de déprimés. Alors des gens, oui, qui sont réellement en dépression, qui ont des traitements à côté. Déjà, est-ce que tu peux faire la différence entre une déprime et une dépression ? Parce que le mot dépression, il est un peu utilisé à tout, à tort et à travers. Alors,
de mon point de vue à moi, parce que j'ai vu des gens déprimés et des gens dépressifs. Et puis pour aussi avoir traversé des moments de déprime aussi dans ma vie. La déprime, je dirais qu'elle est moins grave, parce que la déprime, elle est passagère. Elle est passagère dans le sens où, pour donner un exemple concret, hier, tout allait super bien. J'ai mal dormi cette nuit, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Ce matin, je me sens déprime en fait. Il y a le temps qui est pas terrible, j'avais prévu de faire ça, ça me déprime. Je suis gnangnan, j'ai une espèce de baisse de morale, mais qui va pas impacter mes actions. C'est-à-dire ça va ralentir un petit peu. Je suis un petit peu déprimée, mais je sais qu'un coup de téléphone d'une amie ou des amis qui passent, ou tiens, papa me dit tiens, on va changer les idées, on va à la plage. Ça va suffire à me sortir de ma déprime. La dépression, c'est quand même beaucoup plus grave, parce que la dépression, il y a une perte de sens, en fait, de mon point de vue, dans la dépression, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens à ta vie. C'est ça que tu pour moi, la dépression, j'ai accompagné pendant quelques temps un monsieur qui était venu me voir pour justement une dépression assez importante. Et il y avait des addictions en plus dans son histoire. Et il avait bien résumé le truc, parce que je lui ai dit, mais comment vous vous sentez ? Pour être sûr quand même, voir si c'était pas juste de la déprime, parce que je le connaissais pas au point de départ, et il m'avait dit, il n'y a plus rien qui a de sens pour moi. Et je lui ai dit, mais c'était quoi le sens qu'il y avait avant ? C'est-à-dire qu'avant de vous sentir comme ça, vous faisiez quoi dans votre vie ? Il faisait du jardinage, il adorait la nature, il adorait les arbres et tout ça. Et là, je lui ai dit, qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes en dépression ? Et il me disait qu'il avait même plus le goût des aliments, il avait plus envie de se lever le matin. C'était un artisan qui aimait son métier, parce que c'était un métier manuel. Il savait même plus pourquoi il se levait le matin. Son corps, en fait, il était fatigué, il n'avait envie que de dormir. Il n'avait plus de relation avec sa femme, il ne parlait plus, il n'échangeait plus, il n'y avait plus de sens pour lui, il n'avait plus de projet, plus de vacances, plus rien. Donc c'était une espèce de point mort, en fait, quoi. Il était au point mort, il n'y avait plus d'énergie. Mais du coup, c'est ça la question, c'est quand tu es en dépression et que tu es au point mort et que tu n'as plus de goût à rien, tu n'as même plus envie de te lever, tu n'as même plus envie de rien faire, tu vois. Genre, tu as la flemme de rien faire, tu as la flemme d'être sur ton téléphone. Comment tu fais, en partant de ce point-là, pour réactiver quelque chose et pour s'en sortir ? Je sais que tu n'es pas psychologue, diplômé de je ne sais quoi, mais selon ton expérience, est-ce que tu as pu observer ? Tu conseillerais quoi ? Déjà de se faire accompagner. Parce que quand on est arrivé à ce stade-là... Tu penses que c'est difficile, c'est pas possible sans avoir un accompagnement ? La dépression, c'est une maladie. C'est une maladie. Donc la déprime, c'est pas pareil. La déprime, en fonction de ta personnalité, de ton tempérament et de comment tu es entouré, tu peux vite sortir d'une déprime, parce que tu as des copains qui peuvent t'aider à sortir de la déprime, ou ton entourage. Mais la dépression, c'est une maladie. Donc la dépression, ça se soigne. Donc là, je pense que quand vraiment on sent qu'on a tous ces symptômes-là, moi je conseillerais, c'est d'aller voir le médecin traitant, déjà, qui lui va diagnostiquer, parce qu'il faut des diagnostics sur certaines... c'est des pathologies, donc il faut un diagnostic, parce que même si moi je suis thérapeute, donc j'ai dans mon apprentissage de mon métier, forcément j'ai abordé tout ce qui était de la psychologie, comment fonctionne le cerveau, les différents types de personnalités, tout ça, mais pour autant je ne suis pas médecin et je ne suis pas faite pour poser un diagnostic. C'est-à-dire que quand on vient voir en art-thérapie, quand la personne me dit je suis en dépression, la première chose que je vais lui dire, c'est est-ce que vous avez vu votre médecin traitant ? Est-ce qu'il y a un diagnostic de poser, ou un psychiatre ? Parce que souvent c'est le médecin traitant, voire un psychiatre qui va diagnostiquer la maladie. Et moi je suis un support de soins qui va être en complément, quand il y a des maladies comme ça, comme la dépression, qui va venir apporter un soutien émotionnel, parce que dans la dépression, il y a les médicaments, forcément, qui vont... il y a la chimie, on va dire, qui va agir. Mais si on n'utilise que les médocs, quand le traitement sera terminé, si la personne n'est pas allée introspecter le pourquoi du comment, pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui a déclenché ça. Mais c'est bien les médicaments, parce que moi j'ai toujours vu ça Après, je m'y connais pas, je n'ai jamais été en dépression, en tout cas je pense pas.
J'ai pas beaucoup fréquenté des gens qui étaient en dépression, Mhm. mais j'ai jamais vu d'un très bon œil la prise de médoc, tu vois. Pour moi, c'est un peu, tu te shootes la gueule comme si tu fumais un gros linge, et ensuite tu es un peu anesthésié, et forcément, tu ressens moins les effets de la dépression ou je ne sais quoi, parce que tu ressens Ben, pas grand-chose. Mais après, j'ai probablement tort, sinon... je dirais qu'il y a des maladies comme la dépression qui nécessitent d'avoir un traitement parce que c'est important d'avoir voilà, mais c'est pas pour autant que tu vas prendre un traitement pour traiter la dépression que tu vas devenir addict au traitement. Ouais, C'est-à-dire ouais. que c'est pour ça que tu as besoin d'être accompagné par un médecin parce que seul Ok, lui est à même de savoir la posologie déjà, combien de ok, comprimés, ouais, et ouais. puis ça peut être par exemple sur 3 mois parce qu'il peut y avoir la dépression légère, la dépression liée à un événement spécifique où tu peux sortir au bout de 2 mois de la dépression, parce que quand elle est prise à temps, la dépression, Ouais, ok. elle peut vite, quand tu es bien entouré, quand tu es bien pris en charge, tu en sors de la dépression. Faut voir ça comme une espèce de tunnel que tu Ok. traverses, mais Mais ça peut aider au début, la prise de médicaments, quand t'es oui, vraiment... je pense. Ouais. Ah oui, 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 T'as, t'as des cas qui sont trop graves et qui oui, nécessitent un petit coup de main. ouais, ouais. Oui, parce que Ok. tu as des dépressions, tu as des dépressions qui font partie intégrante de la personne, c'est-à-dire ils sont devenus la dépression. C'est-à-dire que tu Ça as des existe gens, ça? Ça oui, existe des gens qui bah, deviennent dépression? des gens par exemple, imagine quelqu'un qui subit, enfin qui traverse un événement tragique à 20 ans et qui tombe en dépression, mais qui est dans le déni de sa dépression et qui ne va pas être pris en charge, qui ne va pas se soigner, qui va tenir bon, enfin qui va être... tant que tu es dans le déni de ce que tu traverses, bah, tu tiens et puis tu vas avoir des perceptions différentes. Ok. Donc tu vas petit à petit te mettre un filtre devant les yeux, où tout ce que tu vas voir du monde extérieur va être sous le filtre de cette dépression. Donc ça va D'accord. avoir des conséquences sur la manière dont tu vas voir le monde. Et si tu ne soignes pas ça au point de départ, tu vas rentrer dans un cercle de négatif, en fait, tout le temps. Et en fait, la personne ne va voir le monde extérieur que sous ce filtre-là. Donc, elle sera toujours en mode c'est pas bien. Tu Ouais, vois, enfin, ouais. je fais un raccourci, mais on va dire que cette personne-là qui est en dépression, qui va passer toute sa vie avec ce filtre-là, eh bien, si à 60 ans, elle se rend compte de ça et qu'elle veut sortir de la dépression, bah, bon courage, hein, parce que c'est devenu son identité, en fait. Si tu veux, ce que ça entraîne comme fonctionnement, la Ouais, dépression, ouais. quand tu la soignes pas, alors que, imagine, je ne sais pas, tu as un événement qui t'arrive et que là, ça te met en dépression et que tu te fais prendre en charge très rapidement, eh bien, là, c'est pas pareil, c'est que tu souffres d'un épisode dépressif, c'est-à-dire qu'il y a Ok. eu un événement clé qui est très précis qui a déclenché ça, tu vas le soigner et tu vas en sortir Ok. et tu vas reprendre, toi tu vas pouvoir, mais Ouais. quelqu'un qui est... des fois, tu sais, on dit, enfin on juge, on a tendance à toujours à juger, on va juger les personnes en disant oui, non mais lui, c'est un dépressif, quoi. Parce que en fait, Ouais, c'est il devenu, c'est devenu l'instinct. voilà. Mais alors, du coup, comment tu fais? Quand tu as atteint un niveau où voilà, tu sais que tu es en dépression, tu as été Mhm. diagnostiqué dépressif, tu es suivi ou pas, mais en gros, tu sais que tu es dépressif cliniquement. Comment tu fais pour sortir de ça? Si, en tout cas, selon toi, de ce que tu as pu voir. Moi, quand j'ai eu, c'est pareil, hein, je vais toujours te répondre par rapport à ce que m'ont vécu aussi Ouais. d'art thérapeute, les expériences que j'ai eues. Ça m'est arrivé d'avoir quelques personnes qui étaient en dépression, qui Ouais. étaient justement suivies par des médecins à Ok. côté. Et quand elles viennent me voir, je leur dis, voilà, qu'est-ce que moi je peux faire pour vous, en fait? C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'aller dénicher sa Ah volonté ouais. à sortir de là. Et Ok. quand elle me dit, bah, je sais pas, on m'a dit que ça serait bien de le faire de l'art-thérapie, oui, ok, d'accord, bon, ça je vais pas le nier, mais j'ai dit, ça va changer quoi pour vous de faire de l'art-thérapie? Ça va changer quoi? Ça serait comment votre vie sans la dépression? Tu vois, au début, j'essaie d'aller chercher l'information qui va me donner, moi,
la réalité de la personne. Des fois, la personne elle va me dire non, mais en vrai, tout le monde me dit que ça serait bien que je fasse de l'art-thérapie. Ok, mais vous? Ah ouais, et ça me fait trop penser à un parallèle avec les fumeurs et les non-fumeurs. Oui, Tu vois, les fumeurs qui veulent arrêter de fumer, en fait, ils veulent pas vraiment. bah, parce qu'ils ont la pression sociale Voilà. derrière, ils ont la pression Et quand familiale. tu leur demandes pourquoi tu vas arrêter de fumer, en fait, ils Ouais. adorent fumer, ils veulent pas arrêter, Ouais. ils arrêteront pas. Mm. Donc tu peux pas forcer une personne d'arrêter de fumer si elle n'a pas ne serait-ce qu'une petite volonté. Et c'est un peu le même parallèle avec la dépression. Tu peux pas pousser quelqu'un hors de sa dépression si elle n'en a pas envie, si elle a plus, Ouais, si elle a plus aucune volonté d'en sortir. Ouais. Genre, il faut avoir cette envie d'en sortir pour faire les premiers pas. En tout cas. bah, oui, et puis je pense que, alors ça reste encore que mon point de vue, mais je pense que pour avoir Mm. envie de sortir d'un état qui est tel que la dépression, eh bien, quand on se souvient comment on était avant la dépression et qu'on arrive à se reconnecter au avant, c'est-à-dire que euh, quand on n'a pas connu autre chose que la dépression, c'est compliqué d'imaginer un monde sans. C'est-à-dire que la dépression me sert à être qui je suis. C'est-à dire Ok. que par le filtre de la dépression, on me reconnaît comme tel personnage. Ok, ouais. Si je sors de cette dépression-là, je vais être une autre personne forcément, parce que ma perception au monde va changer. Et souvent, la peur qui se cache derrière pour sortir d'un état ou pour sortir peut-être d'une addiction, c'est est-ce que mon futur sans ça, est-ce qu'il sera pire Mm. que mon présent avec ça? C'est-à-dire Ok. que ça va être quoi les dommages collatéraux si je sors de cet état-là? À quoi je vais être confrontée en fait si je suis une autre personne sans ma dépression, Ok, ouais. sans ma déprime, sans mon addiction à l'alcool, à Ouais, la cigarette, à tout ça. C'est-à-dire qu'on me reconnaît, et moi je me reconnais en tant qu'être vivant, avec cette addiction, avec cette manière de vivre, avec cette manière de penser. Mais si j'enlève ça, ça va être quoi mon futur sans ça? C'est quoi D'accord. mes ressources? C'est quoi Et ça, tu penses, ça peut donner un petit peps, une petite étincelle? Ben, si la personne arrive à faire tomber la peur qui reste du futur sans ça, ça va être Ok. pire qu'avec ça. Si on arrive à aller voir la peur qui se trame derrière et qu'on arrive à nuancer cette peur-là et à la calmer un petit peu, oui, la personne va pouvoir passer à l'action. Parce qu'en fait, sans action, il n'y a pas de changement. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire, tu pourras te répéter toute ta vie, ouais, non, mais je vais aller mieux. Ok. Et là tu fais maintenant, quoi tu pour fais aller quoi mieux? pour Ouais. aller mieux? Bah, je sais pas, peut-être que... Non, ok, ton cerveau, il a besoin d'avoir un objectif précis. Ok. Concrètement, c'est quoi l'action que tu vas mettre en place? Et là, il faut aller chercher l'action. Mais c'est Ok. quoi exactement l'action? Bah, je sais pas, je vais faire du sport. Ok. Et quand est-ce que tu vas faire du sport? À quel moment tu vas t'inscrire? Ah ouais, à quel moment c'est tu vas partir, mettre tes baskets pour ouais. aller faire ton sport? Partir de la théorie pour Ouais. mettre en place des habitudes concrètes. Ouais. Donc en fait, on en revient toujours au même point, c'est le mouvement. Bah oui, et puis je dirais que tu peux pas changer de situation si tu continues à maintenir tes pensées si tu continues à être dans le même état d'esprit que lorsque tu es rentré dans cette situation-là. C'est pour ça que moi j'ai souvent des gens qui viennent me voir, qui ont fait de l'analyse, qui ont fait de la psychothérapie, Ouais. qui sont allés voir des psys, et ils m'ont dit, bah, je comprends pas, j'ai fait 10 séances de psy, mais je suis toujours dans mon marécage, Ouais, en ouais. fait, en gros. Dans le marécage. Je suis dans le marécage. Mais oui, parce qu'en fait, sur le plan inconscient, il faut savoir on génère des pensées, et nos pensées vont venir nourrir nos actions. Donc si j'ai envie d'aller mieux, mais qu'en autopilotage, ouais, je suis nulle, puis j'y arriverai pas, et puis c'est trop compliqué, mais qu'inconsciemment, je fais que de nourrir ça, ce qu'on appelle le carton. Moi, en art-thérapie, j'appelle ça le carton. Il y a Ok. le ballon dans lequel je vais mettre tous mes souhaits, Ouais, ok. si j'étais 100% moi-même, si j'étais 100% OK, ma vie, elle serait comment? Donc là, je fais ma petite liste. J'oserais faire quoi? Je me permettrais de vivre quoi? Tu Ok, vois, c'est ouais. tous mes trucs. Et ce ballon-là, il est retenu par un petit fil. Et dans ce fil-là, il est rattaché à un carton. Et dans le carton, c'est toutes les phrases que tu te dis en roue libre. C'est « je peux pas parce que j'aimerais bien, mais à cause de ça, je peux pas ». Tu vois, c'est tous les freins qui t'empêchent
d'accéder au ballon. Et la plupart des gens, ils vont te dire, c'est simple, tu coupes le fil. Non, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, ce qui va relier ton ballon à ton carton, c'est ton inconscient. Et ton inconscient, il va se nourrir de tes pensées. Ouais. Et tes pensées, c'est celles qu'il y a dans le carton. Okay, ouais. Et tant que ton inconscient, tu vas lui dire, j'aimerais bien vivre ça, mais moi je te donne à manger tout ce qu'il y a dans le carton, ton inconscient, c'est pas contre toi qu'il en a, il en a contre ton projet d'aller mieux. Tu comprends la différence ? Okay. Parce que ton inconscient, lui, il va tout faire pour que tu sois heureux. Lui, son objectif, c'est que tu sois heureux dans ta vie. Mais si pour être heureux, il est nourri des pensées qu'il y a dans ton carton, et que ces pensées, c'est je peux pas parce que je suis nul, j'y arriverai pas parce que j'ai pas les compétences, ou je suis pas assez bon, ou on va pas m'aimer, patati patata, ton inconscient, lui, il va croire que ce qu'il y a dans ton carton, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc lui, c'est comme si tu lui disais, tu sais, pour que je sois heureux dans ma vie, il faut que je sois nul, il faut que je me trouve moche, il faut que... Et lui, il va dire, ah ok, d'accord, c'est ça que tu as besoin pour être heureux, donc je vais te faire vivre ce qu'il y a dans ton carton. Et c'est pour ça que, tu vois, je vais rebondir assez spontanément. En art-thérapie, on peut travailler ça, c'est-à-dire modifier ses pensées par un outil que j'ai appris, maintenant ça fait 4 ans que je suis toujours en apprentissage, mais dont maintenant je suis devenue spécialiste parce que j'ai passé les diplômes pour l'être. J'utilise un outil assez spécifique qui s'appelle le dessin neurographique, la neurographie en fait, qui permet de venir transformer nos pensées parasites, nos pensées limitantes, c'est-à-dire on vient sortir ce qu'il y a du carton pour transformer en conscience et passer à l'action pour obtenir ce que je souhaite obtenir dans ma vie, c'est-à-dire aller vers mon objectif. Donc là, on remet du mouvement et on vient créer de nouvelles connexions neuronales en dessinant, donc ça se présente sous forme de dessins qui vont répondre à un algorithme. On va dessiner des lignes et des formes qui vont venir démêler nos pensées, accueillir nos émotions et nous permettre de transformer le pourquoi je me sens pas bien et qu'est-ce que je veux. Et c'est moi qui suis actrice en fait de ça. C'est pas les autres, il y a que moi. J'avais vu tes petits dessins là-dessus. J'en fais beaucoup et j'accompagne de plus en plus de personnes. T'en as fait récemment avec une amie à moi. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. J'ai pas mal de petits témoignages qui commencent à arriver sur mon Google, sur tout ça. Et la neurographie, c'est vraiment un outil qui est très spécifique. Faut vraiment être accompagné d'un professionnel pour le pratiquer parce que c'est du coaching thérapeutique. Donc il y a beaucoup de questions que moi je pose à la personne pendant qu'elle décide et ça vient modifier sa trajectoire de pensée pendant le dessin. Donc pendant le dessin, on peut éprouver des émotions fortes. On peut avoir des aspects physiques qui peuvent se manifester, comme des tremblements, comme on peut se mettre à pleurer, on peut avoir des cervicales qui voilà. Le corps va réagir pendant le dessin et c'est dans la nuit que le travail va se faire. Le subconscient va faire des réglages et on ressent assez rapidement un apaisement. On va faire tomber les tensions en interne pour pouvoir mettre de la place à de nouvelles actions. Parce qu'il y a, je veux dire, quel que soit le mode de thérapie qu'on peut faire, tant qu'on n'est pas acteur nous-mêmes du changement, il ne se passera pas grand-chose. Mais vraiment pas. Ok, bon bah... Donc voilà. Super intéressant. Bon bah je pense qu'on va arriver sur la fin. De toute façon, il me semble que là, vous devez partir manger chez les grands-parents. Ouais, tout à fait. Mais super intéressant. Je trouve ça hyper cool le fait qu'on explorait tous ces sujets-là, que ce soit des cas un peu atypiques que tu as eu chez toi en art-thérapie ou même tous les conseils que tu as donnés. Je trouve ça hyper pertinent. Ouais. Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Et surtout, si une personne qui écoute là, le podcast a envie de même booker une séance avec toi ou voir ton site internet, comment ça se passe ? Alors moi j'ai mon atelier qui est à Pornic, Après, donc on peut retrouver quelques infos sur mon site internet. Je ne sais pas si tu mettras peut-être les liens ou je peux les dire. Si tu les mets, ce sera plus simple. On peut réserver directement une séance sur la plateforme Resalib, où là il y a tout, il y a tout qui est affiché. Il y a un agenda en ligne, donc c'est assez simple. C'est cool, On peut me contacter sur mon 06, on peut me contacter par mail. Donc je te fais confiance pour mettre un petit peu tout ça. Ça marche.
marche. Et puis, pour les personnes qui seraient intéressées, j'offre aussi un entretien découverte gratuit d'une demi-heure. Ok. Donc, la personne m'appelle, enfin, on prévoit un rendez-vous. Elle m'expose peut-être sa problématique ou sa curiosité. Et puis, moi, je lui explique un petit peu comment je peux l'aider. Et Ok. puis, déjà, on papote un petit peu parce que moi, je dirais que pour être bien avec un thérapeute, faut que ma tête lui revienne aussi. Ouais, Il faut aussi, que, ouais. faut que mon interface C'est vrai. colle aussi parce que c'est la clé aussi. Hein, c'est super Ok. important. Et puis, voilà, moi, je serais ravie de faire découvrir l'art-thérapie. Vraiment, pour synthétiser, l'art-thérapie, c'est faire vraiment appel à notre créativité en interne. C'est-à-dire qu'on va renouer avec notre pouvoir créatif parce qu'on en a tous un pouvoir créatif. Ouais. Et c'est moi qui gère le processus, donc j'accompagne et les professionnels de l'art-thérapie Ok. sont là pour accompagner justement. Trop bien. Bon, bah, je vais bien sûr mettre tout ça Ouais, dans la description. souci. Il y aura tous les liens. Si jamais toi qui écoutes, ça t'intéresse, tu pourras contacter ma maman directement ici. C'est ça. Bah, en tout cas, merci, maman. Je t'en Karine. prie, mon titi. Ah putain, c'est bon, le dossier Ça mon y est, titi qui ça y est, je qui l'ai va dit. sortir. C'est super cool et bien sûr, si tu es arrivé à la fin de ce podcast, on n'hésite pas. Si tu es sur YouTube, tu mets un petit commentaire, t'expliques ce que tu en as pensé, un petit like, un partage. Et sur Spotify, tu lâches 5 étoiles. C'est le référencement, les 5 étoiles qui fait que le podcast va être mis en avant par la plateforme. Et ça fait grossir le podcast, plus d'écoute. Et moi, je suis content. Et toi aussi, tu es content. Donc, tout va bien. Eh ben Voilà. super, merci en tout cas. Bon, et à la prochaine. Hein. Et merci beaucoup, maman. Je t'en prie.